Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée exceptionnelle, je pense. Je m'appelle Adel El-Zaïm, je suis le dirigeant principal de l'internationalisation de l'Université d'Ottawa. Et c'est vraiment un très grand, un immense plaisir pour moi et un honneur pour l'Université d'Ottawa d'accueillir le grand écrivain, M. Amin Maalouf, dans cet grand espace qui est la Grande Bibliothèque du Québec. Ce soir, donc, ce sera un dialogue entre M. Jean-Louis Roy et M. Amin Maalouf que je vous invite à accueillir. Alors, M. Maalouf, j'ai une grande nouvelle pour vous. Si vous voulez être candidat, il y a des millions de citoyens autour de Montréal qui sont prêts à voter pour vous. Si vous avez cette envie-là. C'est un grand plaisir de vous retrouver, un grand plaisir de vous accueillir dans cette maison. Je vous disais avant, la maison accueille 10 millions plus ou moins de frappes à la porte par année. Nos amis français n'aiment pas ce que je vais dire, mais il y a plus de gens qui viennent ici qu'à Beaubourg. Et on est la première bibliothèque peut-être de l'espace francophone. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, merci de m'accueillir ici. Merci. Je voudrais vous poser une question douce pour commencer. Quand on lit vos livres et votre dernier livre, dont on voit l'image là, on a l'impression que vous êtes un homme des liens que vous avez connus, que vous avez chéris, des liens que vous avez vus se détendre, se défaire, et qui vous ont... Cette situation vous a peiné. Mais il y a des liens que vous privilégiez, et vous avez dédicacé votre livre à ma mère et à mon père, et aux rêves fragiles qu'ils m'ont transmis. Quels sont les rêves fragiles que votre maman et votre papa vous ont transmis? Mon père est mort assez jeune. Il avait 65 ans, donc aujourd'hui c'est très jeune. Ma mère est toujours en vie, elle a 97 ans et toute sa tête. Ils ne m'ont pas transmis la même chose. Mon père m'a d'abord transmis un amour des événements, de l'actualité. Il suivait de très près tout ce qui arrivait dans le monde. Il était journaliste, directeur de journal, et selon la tradition qu'il y avait à Beyrouth à l'époque, les directeurs de journaux envoyaient par courtoisie leur journal aux autres directeurs. Donc lui a envoyé à tous les directeurs de quotidiens, et eux-mêmes envoyaient les journaux. On recevait les journaux et je les lisais. Je lisais une bonne douzaine de journaux tous les matins. Et il m'a toujours dit, aucun de ces journaux ne porte la vérité. Mais si tu les lis tous, tu vas approcher de la vérité. Et ça, c'est une leçon très importante pour moi. Je ne cherche pas la vérité dans une seule source. Je ne cherche pas désespérément quelqu'un qui va dire la vérité. J'écoute toutes les voix en me disant que, une fois que j'aurai tout entendu, je pourrai avoir une idée de ce qu'est la vérité. Et je dirais que je prends le mot de point de vue au sens quasiment littéral. Le point de vue, c'est l'endroit où on se trouve, géographiquement ou intellectuellement, et ce que l'on voit à partir de cet endroit. Et ça, c'est un enseignement que j'ai pris de lui, et je l'ai toujours gardé, et je le garderai toute ma vie. Il y a d'autres choses, mais ça, ce sont les choses qui me viennent spontanément à l'esprit tout de suite. Ma mère a toujours été, jusqu'à aujourd'hui,
une personne très positive qui a vécu, comme je le raconte dans ce livre, qui a vécu son enfance en Égypte, qui est née en Égypte. Elle faisait partie de toutes ces familles qu'on appelait les Syro-Libanais qui ont émigré massivement en Égypte à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et elle a quitté ce pays il y a plus de 60 ans, elle n'y a plus mis les pieds, mais elle en parle toujours avec enthousiasme, avec joie. Elle ne parle jamais des souffrances qu'elle a pu connaître là-bas, elle parle toujours du bonheur qu'elle a connu. Les souffrances que vous évoquez dans votre livre. Oui, parce qu'ils ont quand même, à un moment donné, ils ont dû quitter le pays dans des conditions, mais de cela, elle en parle très rarement. Elle parle très rarement de la maison qu'ils ont dû quitter. Elle parle constamment du bonheur qu'elle avait en Égypte. Et je pense que il y a beaucoup d'inquiétude dans ce livre, mais il y a toujours un peu d'optimisme, et je pense que c'est d'elle que ça vient. Ah bien, je connais des gens dans cette salle qui m'ont parlé de votre livre et qui seront heureux d'entendre de votre voix qu'il y a dans votre livre aussi de l'optimisme. Qui avait un doute, on en reparlera. Oui, on en reparlera. On va évidemment parler beaucoup de votre dernier livre, mais bon, je ne parle pas de vos romans, on n'aura pas le temps, je ne parle pas de ces croisades que vous avez fait voir de l'autre côté du spectre. Ça, c'est toujours l'histoire du point de vue. Oui. Parce que les croisades, il n'y a pas une vision des croisades, mais il y a 3 livres que je vais évoquer devant vous. Les identités meurtrières. Je pense que presque tout le monde, si je dis les identités, tout le monde sait partout que c'est vous. Le dérèglement du monde, le naufrage des civilisations. Entre ces 3 livres, il s'est passé 3 décennies, ou à peu près 3 décennies. On est donc en 98 pour le premier, en 2009 pour le second, et en 2019 pour le troisième. 30 ans. Qu'est-ce qui est apparu d'essentiel, de nouveau, absolument nouveau, dans cette période-là, de plus important? Je dirais qu'il y a une sorte de gradation dans les 3 livres. C'est vrai que vous avez raison de les mentionner comme ça. Ils font partie d'une lignée de livres qui, pour moi, est un peu à part. Dans le premier, les identités meurtrières, il y a une chose qu'il m'a paru très important de dire, c'est que à notre époque, la question fondamentale qu'on n'arrive pas à traiter de la manière sereine, de la manière rationnelle, de la manière sage avec laquelle on devrait la traiter, c'est la question des identités. Et je pense que c'est une question qui restera avec nous tout au long de ce siècle et au-delà. Tous les problèmes que l'on observe autour de nous sont des problèmes liés à la difficulté de gérer la question des identités. Je reviendrai peut-être sur cela, mais je pense que les identités meurtrières, c'est ça la question centrale que je voulais évoquer. Le dérèglement du monde, effectivement, 10 ans plus tard, j'ai observé le monde et je me suis dit, mais il est en train de se dérégler. Et la première phrase, si je me souviens encore, c'est « Nous sommes entrés dans le nouveau siècle sans boussole ». Ouais. Et j'étais extrêmement inquiet de voir que, au lendemain de la chute du mur de Berlin, alors qu'on pensait qu'il y avait un autre ordre qui allait se mettre en place, sans les risques qui étaient liés à la guerre froide et à l'affrontement entre les 2 grands blocs qui a caractérisé les décennies précédentes, j'avais le sentiment qu'il n'y avait rien qui se mettait en place. Et avec le recul, je me dis que
comparé à l'époque, à aujourd'hui, il y avait encore quelque chose. Mais là, je me suis rendu compte, avec ce nouveau livre, je me suis rendu compte que la question des identités ne faisait que s'envenimer et que la manière de la traiter est encore plus chaotique, encore plus destructrice que ce qui apparaissait il y a 20 ans, et que non seulement on n'a pas mis en place un véritable nouvel ordre international qui puisse éviter des guerres, qui puisse organiser la solidarité face aux questions climatiques ou autres. Non seulement on n'a pas fait ça, mais on est en train de dériver vers une véritable jungle. On est dans un monde où n'importe quoi peut arriver. On voit arriver de grandes puissances qui sont la Chine et d'autres qui arrivent sur la scène. Il n'y a aucun cadre qui permet de gérer l'arrivée d'une puissance comme la Chine. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. On devine qu'entre cette puissance qui monte et la puissance installée que sont les États-Unis et qui ne sont pas heureux forcément de voir un rival prendre autant d'importance, quelque chose peut se passer qu'aucun ordre international actuel ne peut empêcher. Et le naufrage, c'est cela, c'est ces deux observations communes, avec une autre qui, à mes yeux, est apparue de plus en plus. Quand je parle de naufrage, c'est d'abord le naufrage des valeurs. Nous devrions évoluer vers plus de liberté. Ce n'est pas ce qui arrive. Nous devrions évoluer vers plus de démocratie. C'est ce qu'on se disait au lendemain de la chute du mur. Et en réalité, nous voyons apparaître un peu partout des pouvoirs autoritaires qui prennent de l'importance et qui sont en train de couvrir le monde, en réalité. Des pouvoirs de plus en plus autoritaires, souvent avec un discours démagogique, qui prennent de l'importance et avec une réalité qui fait que ce n'est pas simplement conjoncturel. C'est-à-dire il y a des réalités liées aux tensions identitaires, liées au terrorisme ou à d'autres. Cette réalité fait qu'on n'est pas dans juste une période de turbulence. On est installé dans une situation qui peut se prolonger très longtemps. Et voilà, c'est un peu... Dans votre livre, vous faites une connexion très difficile, j'imagine, pour quelqu'un qui vient de l'idéal du Levantin, entre ce que vous venez d'évoquer, le terrorisme, le déchaînement de barbarie qu'on voit, qu'on observe un peu partout, et la dégradation des choses dans deux pays que vous avez habités, que vous connaissez, l'Égypte et le Liban. Et vous racontez à la fois dans ces deux pays, vous avez été heureux et vous avez été inquiété, vous, votre famille, jusqu'au moment où vous avez quitté pour aller vivre à Paris. L'Égypte, c'est un des grands centres de la production culturelle qui inondait, au meilleur sens du terme, le monde arabe, que ce soit la musique, que ce soit Youssef Chahine avec ses films, Gare Centrale, que ce soit la danse aussi, qui était très, très forte. Quand on est là au Maroc, on regardait la télévision de l'Égypte pendant longtemps. Où qu'on aille dans le monde arabe, c'était la télévision égyptienne. Moi, mes premières lectures, c'était les livres publiés en Égypte, et même les romans étrangers, même les romans français, Alexandre Dumas et autres, les romans anglais, Dickens, je les lisais en traduction arabe faite en Égypte. Donc c'était vraiment le pays qui diffusait
diffusait le savoir, qui diffusait la littérature. Le Liban a pris un peu, à un moment donné, je ne sais pas, la relève, a pris l'espace. Non, mais il a pris la relève, effectivement. Et ça venait maintenant, l'édition et autre chose au Liban qui est très important. Vous avez vu ça, se défaire, l'assassinat en 1949 des fondateurs des Frères musulmans, l'incendie du Caire, la guerre de 67, tous les événements qui ont fait que finalement, le nationalisme que Nasser avait réussi à faire partager, y compris en emmenant la Syrie dans une alliance politique, que tout ça s'est défait et que finalement cet idéal du Levantin, rare et fragile, dites-vous, n'est pas simplement disparu, a créé quelque chose de très rude pour le reste de l'humanité. C'est vrai que cet idéal levantin avait une importance pour moi déjà, et pour les miens. Cela dit, les pays de mon enfance, c'est-à-dire essentiellement le Liban et l'Égypte, avaient des problèmes réels qui expliquent ce qui est arrivé. En Égypte, c'était un paradis, c'est vrai, mais pour une petite partie des gens. Il y avait un statut étrange qui faisait que si un ressortissant étranger tuait quelqu'un en Égypte, il ne pouvait pas être jugé sur place, il devait être envoyé dans son pays d'origine, ce qui a créé un ressentiment incroyable. Le Liban, c'est autre chose. Le Liban, c'est le système qu'on appelle confessionnel, c'est-à-dire une forme de communautarisme très poussé, qui à un moment donné a échappé aux commandes. Et c'est devenu un frein au développement du pays, un frein à l'élaboration d'une véritable nation. Imaginez si la Suisse, je dis la Suisse parce qu'on a souvent dit que le Liban était la Suisse de l'Orient, imaginez si en Suisse, pendant C'est fort ça. Beyrouth, le Paris de la région, le pays, la Suisse, voilà. vous incorporez tout. Et imaginez si en Suisse, au moment des conflits européens, les Suisses alémaniques prenaient position pour l'Allemagne, et les Suisses romans pour la France, et le Tessin prenait position pour l'Italie. Le pays aurait éclaté très vite. Et le Liban, c'est un peu ce qui arrive, c'est-à-dire les communautés n'ont pas suffisamment de cohésion, n'ont pas suffisamment le sens de l'appartenance à une nation commune, et chacune d'elles regarde vers l'extérieur en se cherchant des alliés contre la communauté d'en face. Donc, ceux qui ont connu le Liban savent de quoi je parle, et malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ces pays du Levant, à mes yeux, et vous avez raison de le souligner, pouvaient fournir un modèle. Ils pouvaient fournir un modèle non seulement dans cette région du monde, mais bien au-delà. Parce que ces pays qui sont... Bon, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est vrai, ce sont les berceaux des grandes religions monothéistes. Si dans ce berceau, on voyait les adeptes de ces grandes religions vivre ensemble d'une manière harmonieuse, le monde aurait vu quelque chose de positif, d'encourageant. Est-ce qu'on les a vraiment vus à un moment donné vivre d'une façon harmonieuse, pour un temps suffisamment long pour dire que quelque chose s'expérimentait et se créait peut-être? Si vous me demandez, est-ce que l'âge d'or de la coexistence est une réalité ou un mythe, je vous dirais c'est principalement un mythe, mais on a besoin de mythes. C'est-à-dire, je ne veux pas prétendre que c'était la réalité, mais c'était un mythe qui pouvait construire une réalité. Et bon, ce mythe s'est effrité, c'est vrai. La guerre, 1967, pour vous, il y a là quelque chose de majeur qui se passe. Ce qui se passe en 1967, c'est que la figure dominante du monde arabe, qui était Nasser, et ceux qui ont vécu cette époque savent ce qu'était Nasser à l'époque.
C'est une figure énorme sur la scène internationale. Cette figure, vers laquelle le monde arabe regardait avec attente, du jour au lendemain, s'est cassé. En 24 heures. Ça s'est cassé. Et en réalité, on n'a jamais dépassé ce moment de stupéfaction où on a été complètement assommé. Et c'est vrai qu'il y a 50 ans qui sont passés, et même 52 ans. Et en 52 ans, on n'a pas réussi à surmonter le choc, le traumatisme de cette défaite. Vous écrivez, nous n'ont jamais retrouvé leur confiance en eux-mêmes. Non. Et comment ça s'explique, ça? Que sur un demi-siècle, tant de pays, tant de sociétés humaines je vais vous dire perdent que, bon, confiance pour je n'ai pas une explication évidente. Cause à effet, oui. Mais je vais revenir un peu en arrière. Toutes les sociétés non occidentales ont dû faire face, au cours des siècles, et notamment des 2-3 derniers siècles, au grand défi de la civilisation occidentale triomphante. Les Chinois ont dû faire face à ce défi, et ils ont eu toutes sortes d'égarements, dont certains, nous nous souvenons encore, la révolution culturelle, le grand bond en avant, jusqu'au moment où quelqu'un, Deng Xiaoping en l'occurrence, est venu apporter une réponse plus cohérente en disant « Moi, je vous propose une autre réponse au défi, c'est le développement économique, et ça semble fonctionner très bien. » Mais ça a pris beaucoup de temps, depuis la guerre de l'opium jusqu'à Deng Xiaoping, il y a 150 ans. Et ça a pris du temps. Or, la Chine, c'est un pays extrêmement uni. C'est 1 milliard et quelques de gens qui ont une civilisation commune, qui ont 1 le milliard sens. 300, 400. 1 milliard N'oubliez 300 pas le et quelques. 300-400 millions. Voilà. C'est pas mal de monde. Et le monde arabe, par rapport à ce triomphe de l'Occident qui a commencé au XVIe siècle et qui s'est poursuivi avec la colonisation, etc., le monde arabe était, en première ligne. Il était le voisin immédiat de l'Occident. Et il a reçu cela en pleine figure, de plein fouet. Donc, il n'avait pas la protection que pouvait avoir la Chine ou l'Inde ou d'autres. Donc, il était soumis à un défi beaucoup plus fort. Et le monde arabe, contrairement à la Chine ou à l'Inde, est complètement morcelé. Il y a quelques liens entre les pays. Bon, on sent que ce qui arrive dans un pays peut avoir des répercussions, il est ressenti. Il y a un cousinage entre les pays. Mais chaque fois que l'on a voulu rassembler le monde arabe, on a découvert à quel point c'était compliqué. On a vu dernièrement avec ce qu'on a appelé les printemps arabes, on a compris que ce qui se passe en Tunisie ne peut pas être reproduit en Syrie, il ne peut même pas être reproduit en Libye, il ne peut pas être reproduit en Égypte. Chaque pays est tellement différent. La structure sociale de chaque pays est tellement différente des autres que l'idée de pouvoir réunir le monde arabe dans un ensemble, même comparable même de très loin à la Chine ou l'Inde ou la Russie ou autre, Ou l'Europe. est extrêmement, ou l'Europe, est extrêmement difficile. Donc, quand quelqu'un comme Nasser essaie de le faire, il ne réussit pas. Mais les gens l'attendent, les gens espèrent à un moment donné. Et quand il échoue, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive et qui dise « bon, c'est moi qui vais réussir ». Parce que c'est tellement compliqué, tellement difficile que ça dépasse la possibilité de n'importe quel dirigeant. Mais ça crée, vous avez des mots extrêmement lourds. Vous écrivez que ça crée un désespoir suicidaire Ça crée et meurtrier. désespoir. Ça crée un désespoir. Le monde arabe
s'engage dans toutes les batailles. Bon, les dernières en date, encore une fois, c'est les printemps arabes. Les gens, et moi je le sais de moi-même, j'observe ce qui arrive, j'observe avec attente, avec espoir, et il y a quelque chose en moi qui dit ça finira mal. Constamment. Je me dis ça va finir mal. Et je pense que c'est en nous. C'est en nous à cause de l'expérience historique. J'ai tellement observé des gens. Chaque fois qu'on s'engage dans une bataille, on va perdre. Chaque fois qu'il y a une révolution qui semble pure, avec des idéaux prometteurs, je me dis, ils vont se faire massacrer. Et c'est ce qui arrive. Et on arrive toujours à la victoire des dictateurs, à la répression. Et c'est ça le drame. Et est-ce que je ne dis pas que c'est inévitable, c'est irréversible, mais c'est la réalité, c'est le ressenti de tous ceux qui connaissent le monde arabe, qui ont vécu dans le monde arabe, qui aiment ce monde arabe. Il y a ce sentiment que... Est-ce que la situation de la Palestine et le sort fait aux Palestiniens vient pas enrichir aussi cette idée de... C'est certainement un des éléments. C'est un des éléments. Et il y a une longue histoire de conflits dans lesquels le monde arabe sort perdant. Il a besoin d'avoir des victoires, mais qui n'ont pas besoin d'être militaires d'ailleurs. Si on avait un pays qui se développe, qui devient un centre scientifique remarquable, avec des laboratoires, des universités de haute qualité. Je donne un exemple. Beyrouth était comme ça. C'était en voie d'être comme ça. Je vous donne un exemple. Quand je monte dans des compagnies aériennes des pays du Golfe, je suis fier. Je me dis, au moins dans ce domaine, ils ont réussi à faire des compagnies au niveau international et même meilleures que les grandes compagnies internationales. C'est un sujet de fierté. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on a envie qu'il y en ait d'autres. Et c'est vrai que ce sentiment ça va très loin, le sentiment de désespoir. Enfin, regardez tous ces gens qui traversent la mer pour aller dans des pays, essayer de trouver une autre vie. C'est le seul... Vous avez mentionné le mot tristesse, c'est vrai. C'est une immense tristesse de voir ce qu'est devenu le monde arabe aujourd'hui. Une dégradation morale irréparable, avez-vous écrit. C'est quand même lourd. Pour moi, dans votre livre, c'est la première partie d'un ensemble plus grand qui contient cette partie du mal du monde aujourd'hui. L'autre source, c'est ce qui s'est passé en Occident. C'est le fait que l'Occident, avec Mme Thatcher, avec le président Reagan, avec ce qui s'est passé au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, que l'Occident a finalement conjugué de toutes les manières l'affirmation suivante: le mal, c'est l'État. Le mal, c'est le gouvernement. Moins d'État, plus de secteur privé, moins de social. Vous écrivez ces choses-là, ou à peu près comme ça. Et cette idée a perverti finalement les équilibres économiques, sociaux, culturels un peu partout. Et au moment de 90, tout le monde se rallie. L'OMC, Mandela en Afrique du Sud se rallie, Deng Xiaoping, vous l'avez mentionné, a en un mot changé l'histoire du monde. Maintenant, ce n'est plus l'économie socialiste, c'est l'économie socialiste de marché. En ajoutant de marché, il change vraiment la réalité du monde. On est tous allés vers ça. Avec les inégalités que vous soulignez à plusieurs reprises dans votre ouvrage, la perte du sens de la solidarité, etc. etc. L'autre source, ce serait donc en Occident. C'est-à-dire, j'aurais quelques observations qui vont un peu dans ce sens. La première, c'est que pendant très longtemps, quand on observait les deux mondes qui s'affrontaient, le monde socialiste et le monde capitaliste, l'Occident et le camp soviétique, on sentait qu'en Occident, on voulait
rivaliser avec les autres sur le plan du social. On voulait montrer que le capitalisme aussi pouvait être social. Et ça a été un combat permanent. À un moment donné, l'affaiblissement du communisme et ce qu'il faut bien appeler la faillite du système a fait qu'en Occident, on ne s'est plus préoccupé du social. On n'essayait plus de concurrencer l'autre système sur ce plan. On s'est dit, de toute façon, on a gagné. Donc on n'a plus besoin de faire semblant. On n'a plus besoin de... Et ça a commencé avec Thatcher. Disons, mais... disons les choses comme nous les pensons. Bon. Ce système ne fonctionne pas, les syndicats, c'est une nuisance, etc. Et le drame, si je puis dire, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire, la réforme, ou, pour reprendre le terme utilisé par Thatcher, et que je reprends aussi, la révolution conservatrice, elle est efficace. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que Deng Xiaoping l'a adoptée. Et ça a été efficace. Ça a libéré des forces réelles dans les sociétés. Ça a accéléré certainement le développement technologique. Ça a été un élément déterminant dans le décollage de la Chine et d'autres pays. Donc, ce n'est pas juste une illusion. Ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il y a un coût à payer. D'abord, l'abandon de l'idéal d'égalité. Personne n'arrive à l'égalité au vrai sens du terme, mais l'idéal d'égalité est indispensable parce que c'est un fondement éthique des sociétés. À partir du moment où on dit que l'inégalité est tout à fait légitime, c'est le début d'une dérive qui n'a pas de fin. Et on y est un peu. Et on voit dans beaucoup de sociétés des gens qui disent « mais nous sommes abandonnés, nous sommes la 5e roue du carrosse, il n'y a plus rien pour nous ». Et c'est un sentiment qui monte dans beaucoup de sociétés. Alors, si on prend ce sentiment d'être abandonné, d'être laissé pour compte, combiné avec un autre sentiment qui est en train de monter, qui est le sentiment identitaire, avec ces affirmations identitaires exacerbées, les deux facteurs ensemble conduisent à une fragmentation de toutes les sociétés. Est-ce qu'un facteur nourrit l'autre? Certainement. Certainement. Un facteur nourrit l'autre, évidemment. Et on arrive à des sociétés où il y a des tensions. Et les deux facteurs, le facteur identitaire et le facteur social, favorisent un discours démagogique, populiste, qui non seulement est en train de monter, mais est en train de conquérir un peu partout, du Brésil à l'Inde, et bon, je pourrais citer 40 pays où ce discours est en train de gagner et où les autres discours sont en train de reculer. Je ne dis pas que c'est irréversible, mais ce n'est pas simplement conjoncturel. C'est quelque chose qui va durer assez longtemps. Quand on vous lit, quand on vous écoute, on a l'impression qu'on a été les contemporains, pas les plus jeunes ici, mais les gens comme nous ont un peu plus que 45, 50 ans. Qu'est-ce qui fait... Comment vous expliquez cette montée, à la vérité, depuis la Deuxième Guerre mondiale, de deux mondes? Il y a le monde des Nations Unies, il y a le monde de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a ce monde-là du multilatéralisme, de l'intervention des forces de paix, là où il y a eu des difficultés, de l'aide humanitaire, etc. Ce monde-là s'est créé, on y a contribué, on l'a vu se déployer un peu partout. Et l'autre monde, que l'on vient d'évoquer ensemble, où dans l'espace arabophone, il y a les difficultés qu'on a notées, où à l'ouest, il y a ce repli, où l'Europe est en train de se défaire. Ces deux mondes émergent à peu près en même temps, un plutôt quelques années avant.
sur la grande difficulté pour l'Europe qu'a été la Deuxième Guerre mondiale, l'énorme problème que ça posait en termes d'humanité, de valeurs, etc. Et ce n'est pas ce monde-là qui est en train de gagner. C'est le monde de la division, c'est le monde des particularismes un peu partout. Qu'est-ce qui a manqué? Difficile à dire. Je pense qu'il a manqué, peut-être, mais là je réfléchis à voix haute, je n'ai pas de certitude. S'il y avait eu une véritable puissance qui exerçait un leadership moral réel, et je ne dirais pas désintéressé, mais pas trop tourné vers ses propres intérêts, ça aurait pu changer les choses. En l'absence de cette puissance, si l'Europe s'était vraiment constituée, elle avait, grâce à son expérience avec le reste du monde et à son expérience interne des relations entre les pays, elle avait la possibilité de servir un peu de boussole, de dire à peu près où on devrait aller. Il n'y a plus de boussole. Il n'y a pas de boussole. Donc, l'Amérique n'a pas joué son rôle, l'Europe ne s'est pas donné les moyens de jouer son rôle. Et qui y a dans le monde, en réalité? Il y a des puissances qui émergent, qui cherchent leur place, ce qui est parfaitement légitime, mais elles ne sont pas en état, ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde, ne sont en état de dire voilà dans quelle direction le monde va aller. Eux sont préoccupés. Mais en même temps, la Chine prend des initiatives considérables à l'échelle du monde. La Chine a créé l'association de coopération de Shanghai, qui est une espèce d'OCDE pour l'Asie d'abord, l'Asie centrale. Ça s'est développé maintenant, il y a 80 pays qui en sont membres et ça n'arrête pas de croître. La route de la soie, au début les gens trouvaient ça un peu bizarre, c'est le renouvellement de la coopération et beaucoup de pays qui sont rejoints maintenant par la route jusqu'à l'Italie, trouvent qu'il y a là des coopérations extrêmement favorables, extrêmement positives. Elle a créé des banques, la Chine, et les Européens, les Américains disaient aux Européens et aux Canadiens, vous n'allez pas là, vous n'allez pas contribuer au capital des deux grandes banques que la Chine a créées. On est tous allés. Finalement, y compris le Canada. Un des derniers à y aller, mais il est allé quand même. Quelque chose peut-être est en train de se créer là, non? Oui, je suis d'accord. Et je pense que dans cette affaire, l'Occident n'est pas de très bonne foi. C'est-à-dire, on dit, attention, la Chine devient agressive. Elle est en train de bâtir des choses en mer de Chine. Et c'est quand même rigolo de voir un pays comme les États-Unis, qui a des bases militaires sur toute la planète, et qui dit « Ah, regardez, les Chinois, ils sont dangereux, ils commencent à bouger en mer de Chine. » C'est étrange quand même. Je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il y a des pays qui émergent avec des populations qui ont envie d'avoir ce qu'ont eu les populations d'Occident. Et notre devoir, à nous tous, c'est de bâtir un monde où la chose peut se passer dans l'harmonie, dans la sérénité, pas dans des conflits militaires ou commerciaux ou autres. Donc, il faut bâtir un monde où ce genre de choses peut arriver. Mais dire, attention, la Chine est dangereuse, mais elle n'a rien fait que l'Occident n'a pas fait. C'est-à-dire, y compris en Afrique. En Afrique, bon, en Afrique, on vous montre du doigt, regardez ce que fait la Chine dans tel ou tel pays. Nous savons, vous et moi, oui, ce qu'ont fait et les Français, et les Anglais, et les Américains, et les autres en Afrique. Donc, je crois qu'il y a... Puisqu'on évoque l'Afrique, dans 30 ans, un être humain sur 4 sera africain. L'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. Ça évoque quoi dans votre esprit? Tout dépend de ce qui va arriver dans le développement économique et humain des pays. Si on arrive véritablement à avoir des pôles de développement, c'est un atout. Qui émerge un peu. Mais pas suffisamment. Mais si on est dans la situation actuelle, c'est dramatique. C'est-à-dire,
si le Nigeria arrive à changer et à évoluer économiquement et dans ses institutions, le fait d'avoir un Nigeria à 400 millions d'habitants en fait une force. Mais si on va continuer à avoir la violence qu'on a observée au nord du Nigeria, des organisations de Boko Haram et compagnie, là c'est inquiétant. Et donc tout dépend de ce qu'il y aura à côté de la population, ou à côté de la question de démographie. S'il y a vraiment un développement économique, s'il y a vraiment des institutions qui se créent et des pôles de développement qui se créent entre le Nigeria, l'Afrique du Sud et ailleurs, c'est une chose positive. Avant d'arriver à 2-3 questions faciles et aimables à la fin de notre entretien, je voudrais vous entendre. Nous sommes très loin ici de savoir même, je dirais, premier niveau sur ce qu'est aujourd'hui réellement l'Iran. Vous connaissez ce pays, vous étiez là quand le Khomeini est arrivé. On voit bien notre voisin américain s'intéresser à l'Iran, pour utiliser un terme facile. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans le monde arabe? Vous avez écrit qu'ils ont cherché, notamment en appuyant les Palestiniens, etc., à exercer un certain leadership qui sont dans ça. Mais plus fondamentalement, ça représente quoi, l'Iran dans le monde arabe et dans le monde? Si on revient un peu en arrière avec la défaite de Nasser et la défaite en réalité du nationalisme arabe, l'Iran a repris, même si ce n'est pas un pays arabe, a repris certaines cartes du nationalisme arabe, notamment sur la question palestinienne, et ce rôle joué par l'Iran lui a donné une audience importante dans la région. Mais comme la région est très morcelée communautairement, et ethniquement et autres, peu à peu, c'est-à-dire sur les 40 dernières années, on a vu le prolongement de la révolution iranienne devenir, sauf en Palestine, devenir principalement lié au chiisme. Donc on a des mouvements au Liban, en Irak, au Yémen, en Syrie, liés d'une certaine manière au clivage communautaire et se retrouvant du côté de l'Iran. Et l'Iran est entré en conflit avec beaucoup de pays sunnites, entré en conflit avec Israël, entré en conflit avec les États-Unis depuis le début de la Révolution. Aujourd'hui, il y a une partie extrêmement serrée qui se joue. Le langage qu'on utilise reste très calme, mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que les États-Unis ont installé un système très efficace pour étrangler le régime iranien. Et ce système est en place. Donc, quand les Américains disent, si vous voulez, on négocie, ou peut-être qu'un jour, on va trouver un accord, tout ça ne change rien à la réalité de la chose, c'est que, jour après jour, le régime iranien respire de moins en moins. Et il est extrêmement difficile, à mon avis, d'imaginer aujourd'hui qu'il y aura une solution négociée dans cette affaire. Je crois que la solution négociée qui a eu lieu du temps d'Obama, ça aurait pu peut-être se poursuivre si le résultat des élections américaines avait été différent, mais dans la logique actuelle, il y a probablement une confrontation, et peut-être à très court terme, il y aura une confrontation.
ce que disent les gens qui connaissent, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, ce que disent les gens qui connaissent bien le dossier iranien, c'est que les Iraniens misent sur le fait que Trump ne sera pas réélu. Ils se disent, on va souffrir pendant encore 1 an et demi, et après, ça va aller. Et d'autres disent, mais sauf que si, soit s'il est réélu, ou s'il y a quelqu'un qui est élu, mais qui a une politique qui n'est pas très différente, un pays comme l'Iran ne peut pas survivre à des années de boycott. D'étranglement. Même des mois de boycott, c'est extrêmement coûteux. Donc, il est certain qu'il va y avoir des affrontements. Ça ne prendra pas nécessairement une forme d'affrontement militaire global. Ça peut rester comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire des attaques par-ci, par-là, sur beaucoup de fronts. Mais c'est un dossier qui va rester chaud, à mon avis, longtemps. Alors, quand on absorbe tout ce que vous dites dans votre livre, à peu près jusqu'à la fin, on est dans une logique qu'on vient d'évoquer, des événements historiques, de leurs conséquences. Et puis, tout à coup, apparaît un personnage qui est George Orwell. Et vous dites, peut-être qu'il a dessiné ce qui nous attend, d'une certaine manière. Orwell a imaginé un monde où il y aurait un Big Brother qui nous surveille Et voilà. et qui entre dans nos maisons, qui nous regarde avec des yeux effrayants et qui change le langage, qui nous oblige à modifier notre manière de parler. C'est ce qui, en réalité, est en train d'arriver. Sauf que Orwell imaginait que ça allait arriver à travers une tyrannie de type stalinien qui allait s'imposer d'une manière totalitaire, écrasante et conquérir le monde. Ce qui arrive, c'est que le scénario d'Orwell est en train d'arriver avec notre consentement. Ce n'est pas une tyrannie qui nous l'impose. Nous, à cause des craintes sécuritaires que nous avons, nous éprouvons un besoin d'être protégés. Et si on nous dit que en traversant un aéroport, on doit enlever les chaussures, on doit enlever ses ceintures, en temps normal, on nous dit mais pourquoi? Mais on ne dit pas pourquoi, parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait le faire et que c'était inévitable pour notre sécurité. Et en Occident, c'est un danger qui vient du Proche-Orient souvent, du terrorisme, etc., etc. Et donc, nous sommes dans un monde où non seulement on enlève les ceintures et les chaussures, mais chaque transaction bancaire est contrôlée, chaque texte que nous écrivons est surveillé, nos déplacements sont connus. Ouais. Et la question que je me pose, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que les causes de cela ne sont pas des causes passagères, c'est quelque chose avec lequel on va rester très longtemps. Et les techniques qui permettent un contrôle impitoyable de tout ce que nous faisons ne vont pas s'arrêter, elles vont devenir de plus en plus sophistiquées. Et donc, nous sommes en plein dans le cauchemar d'Orwell. Sauf qu'on y est allé par une autre route. Mais on est dans le cauchemar d'Orwell. Ce consentement que vous évoquez, il est à la hauteur des craintes qui nous viennent de l'histoire des dernières décennies. C'est-à-dire, moi, je ne dis pas que ce besoin de protection est excessif. En réalité, c'est très difficile de dire s'il est excessif ou pas. À partir du moment où quelqu'un dit « j'ai peur », on ne peut pas le convaincre qu'il ne doit pas avoir peur. S'il a peur, il a peur. Mais la conséquence, vous écrivez, comme l'huile d'un réservoir percé, notre liberté fuit goutte après goutte sans que nous en préoccupions. Je pense que nos libertés diminuent. Les démocraties
sont beaucoup moins démocratiques à travers la planète et beaucoup moins nombreuses. On a de plus en plus de pays qui sont gouvernés par des pouvoirs autoritaires. Et le sens réel, quand je dis naufrage des civilisations, ce qui fait naufrage, ce sont les valeurs. Les valeurs de liberté, les valeurs de démocratie, les valeurs d'égalité, les valeurs d'universalité. Parce qu'on est dans un monde où toutes les valeurs d'universalité sont en régression. Même s'il y a la mondialisation. Même s'il y a la mondialisation. Justement, la mondialisation est une force qui, d'une manière souterraine, nous conduit, nous amène les uns vers les autres. Mais lentement. Il y a des forces qui nous séparent rapidement et des forces qui nous unissent lentement. Donc, jusqu'à présent, les forces qui séparent sont plus efficaces. À long terme, il faut croire, il faut espérer que les forces qui unissent auront le dessus. Mais beaucoup de choses vont se passer d'ici là. Mais il y a Orwell à la fin de votre livre, mais il y a un autre invité à la fin de votre livre aussi, qui est William James. Et vous dites, est-ce qu'il serait possible d'imaginer, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a un équivalent moral à la guerre, quelque chose qui susciterait... Ce que dit William James est très intéressant, parce que à toutes les époques, pas seulement à l'époque moderne, à mon avis déjà dans la Grèce ancienne, les gens disaient les gens deviennent très mous. Il faudrait une bonne guerre pour que les gens se secouent. On entend ça tout le temps et à toutes les époques. Et on a posé la question à William James, je crois que c'était vers 1906, enfin au début du XXe siècle. Il a dit, c'était dans un discours dans une université américaine, il a dit, ce qu'il nous faut, ce n'est pas une nouvelle guerre. Parce que les guerres, n'oubliez pas ce que c'est. C'est des massacres, c'est des souffrances, etc. Si vous voulez qu'on ait le degré de solidarité, le degré de dévouement, le degré d'altruisme qu'on peut retrouver au moment des guerres, il faudrait trouver un équivalent moral de la guerre. C'est-à-dire quelque chose qui puisse nous mobiliser comme pourrait le faire la guerre, mais sans la guerre, sans toutes les horreurs de la guerre. Et c'est une idée intéressante. Je pense qu'il faut trouver une manière de se mobiliser, par exemple contre les perturbations climatiques. Il faut trouver un moyen de se mobiliser pleinement sans avoir à passer par cette barbarie qui existe depuis le début de l'histoire, des guerres dont on attend qu'elles résolvent le problème et qui en fait ne résolvent aucun problème. Oui, mais Alouf, je vous ramène à vos parents et je vous ramène à la toute première question. Les rêves fragiles qu'ils vous ont transmis. Quand vous rêvez, vous, après avoir décrit tout le monde que vous avez décrit, quand vous rêvez à quoi pour ce monde-là? Dernière question. Vous avez 20 minutes pour y répondre. Vous savez, je crois qu'il y a une caractéristique particulière de notre époque qui n'existait pas à toutes les autres époques. C'est que nous avons la possibilité de résoudre tous les problèmes. Nous avons les moyens scientifiques, techniques, économiques, de résoudre tous les problèmes qui se sont posés depuis le commencement de l'histoire, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on voyait les problèmes, mais on ne savait pas les résoudre. Aujourd'hui, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Simplement, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut que nous ayons conscience de ce qu'il faut faire, conscience des dangers, conscience de ce qu'il faut faire, et la force morale de le faire. Et c'est de ça que je rêve. Je rêve qu'un jour, on va prendre conscience des problèmes, de tous ces problèmes dont on vient de parler ce soir, et on dise, bon, on va s'atteler à des solutions parce qu'on a les moyens de résoudre ces problèmes. C'est votre prochain livre? Honnêtement, je ne sais pas encore. Je crois que mon prochain livre sera un roman.
Très bien, on lira le roman aussi. Merci beaucoup. Merci aussi, M. Malouf. Je pense que ce soir, on a fait pas seulement le tour des deux villes, Ottawa et Montréal, mais le tour de la planète. Vous avez parlé, en partant du Levant, vous êtes allé en Chine, aux États-Unis, en Russie, revenir en Europe. Et donc, c'est vraiment un tour de planète. Merci beaucoup. On est vraiment très, très enchantés. Puis, quand monsieur le recteur de l'université vous a dit l'autre jour, vous faites partie de la famille. Donc, comme bon Levantin, vous allez revenir dans la famille. Et je vous promets, quand il va revenir au Canada, on va le ramener à Montréal encore une fois. Donc, Merci. Et merci à vous tous et toutes. Donc, bonne soirée à tous et à la prochaine. Merci.